Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Alors nous allons parler de la merveilleuse ex-reine du Poitou, qui heureusement sait se rappeler à notre attention et surtout, nous allons en parler avec Noam Anouar, policier, ancien membre et ancien très actif dans les renseignements généraux et la surveillance des islamistes sur ce qui se passe aujourd'hui. Il a fait un livre passionnant, on en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Merveilleuse chanson de... Ah, ça y est. Stromae, je vais vous aider. Vous voyez, j'ai eu une espèce de... Je l'avais pas marqué, Stromae. Enfin, si, on me l'avait marqué, d'ailleurs. C'est une belle chanson sur le cancer. C'est une superbe chanson sur le cancer. Et je voulais dire que, effectivement, il y a 2 jours, Ségolène Royal. Moi, j'aime beaucoup Ségolène Royal. Je la connais depuis longtemps, cette chère Ségolène qui marchait sur l'eau, qui, vous savez, qui laissait les écrouelles. Et qui était ambassadeur, qui est toujours ambassadeur au pôle Nord comme au pôle Sud. Et alors voilà ce qu'elle a dit chez Jean-Jacques Bourdin. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, plus d'une femme sur 10 est touchée par le cancer du sein. Et c'est dû à quoi? Donc tous les cancers du sein, c'est ce qu'elle dit. C'est dû aux pesticides. Alors là, c'est fabuleux. Je veux dire que tous les médecins qui ont écouté ça et les cancérologues disaient attendez. Tous les cancers du sein, donc une femme sur 10 a un cancer du sein. Donc elle s'est enflammée, oui. Donc ce sont les pesticides. Et alors, selon un sondage IFOP publié par le journal du dimanche, Ségolène Royal incarne bien la gauche pour 43% des Français sondés. Alors vous savez, j'ai beaucoup de soucis parce que si la gauche est incarnée par Ségolène Royal, les prochaines élections risquent d'être meurtrières. C'est miraculeux, vous vous inquiétez pour l'incarnation de la gauche. Non seulement ça, vous savez, moi je pense que le sondage IFOP aurait dû être fait chez les pingouins. Oui. Parce que les pingouins sont évidemment les électeurs de Ségolène Royal depuis qu'elle est. On rappelle pourquoi vous dites ça, voilà. C'est ça. Oui, absolument. Donc, moi, je considère, et vous savez, il y a des pingouins de gauche, comme il y a des pingouins de droite, et des pingouins centristes. Donc, j'appelle à un sondage chez les pingouins pour voir la véritable réputation et la véritable popularité de Ségolène Royal. En tout cas, 0826 300 300. Si vous voulez réagir, vous réagissez aux perles, à la déclaration d'amour, un peu ironique faite par André Berkoff à Ségolène Royal. À partir de 13h, on vous donne la parole. Vous pouvez aussi réagir au reste de l'actualité, notamment le scandale de Lubrizol. C'est ce qui se passe à Rouen, notamment. On en parle avec vous à partir de 13h sur Sud Radio. Mais tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Cet invité n'est autre que Noam Anouar, ancien membre des renseignements généraux, policier en tout cas, et auteur de ce livre, La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte, écrit avec Willy Ledevin, c'est publié chez Plomb. Alors, d'abord, je voudrais dire quelque chose. Je trouve que ce livre est d'utilité publique. Je ne dis pas qu'il doit être remboursé par la sécurité sociale, n'allons pas jusque-là, mais il est d'utilité publique parce que c'est un livre justement sans préjugés, sans œillères, et il raconte, donc Noam Anouar, qui a été pendant 8 ans, même un peu plus de 8 ans, chargé justement de la surveillance à la DRPP et à la section, effectivement, à la STR, de Seine-Saint-Denis, le service territorial des renseignements, il a été amené à enquêter, effectivement, sur les islamistes et les mouvances islamistes. Alors, Noam Anouar, pourquoi vous, je voudrais que vous le disiez, et pourquoi? Parce que vous avez quand même plus de connaissances que d'autres par rapport à cela. C'est-à-dire sur la surveillance des islamistes. Oui, bien entendu, c'est une expérience pratique, effectivement, dans un département atypique, puisque après Mayotte, c'est le département qui comporte en proportion le plus de musulmans, c'est-à-dire que l'islam est plus présente en nombre que les autres religions, même si elle n'est pas tout à fait en Seine-Saint-Denis la religion majoritaire. Elle recense environ 250 à 300 lieux de culte, au dernier recensement, en tout cas, lorsque je travaillais. En Seine-Saint-Denis, ce qui représente à peu près 10% des lieux de culte de l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est un ensemble de fédérations présentes sur son sol. C'est également le théâtre de plusieurs attentats, le repli et le refuge de plusieurs organisations terroristes, mais c'est aussi un formidable brassage médiatique, un formidable lieu d'énergie positive. Oui, il n'y a pas que le reste. Les attentats, oui, bien entendu. Bien sûr. Mais vous savez, en étant gardien de la paix avant tout, naturellement, c'est une paix au service de la majorité des citoyens, des administrés
dans le cadre de ce formidable métier que j'ai choisi, c'est un métier de service public. Mais alors justement, je voudrais arriver parce que vous parlez beaucoup justement, parce que on a encore vu ce qui s'est passé à la préfecture de police de Malheureusement, Paris. hélas. Oui. Hélas. Mais alors justement, écoutez, moi, il y a des questions que je voudrais vous poser parce que vous êtes vraiment au sein, enfin, s'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe, c'est vous. Comment ça se fait que cette personne, donc Michael Harpon, n'a pas été signalé? Il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont sorties depuis ce week-end. Comment ça se fait que au sein même, au cœur même de l'édifice, en fait, de la sécurité, et puis il était habilité défense. Il a eu donc des dossiers très sensibles. Comment ça se fait que personne ou l'a vu ou on l'a voulu voir? Parce que en France, malheureusement, on a une culture administrative qui se fait de fait l'ennemi de la performance. Donc, c'est-à-dire que chez les fonctionnaires, malheureusement, on ne recherche pas la performance et on n'aime pas les vagues. Et donc, dès lors que on vous signale la possibilité d'un risque, un méfait qui pourrait entacher la réputation, la réputation du service globalement. Ouais. Vous êtes systématiquement victime du syndrome du médecin annonciateur, c'est-à-dire que vous annoncez la maladie, vous n'y êtes pour rien, mais on s'en prend à vous parce que vous annoncez la mauvaise nouvelle. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. On l'a constaté hier puisque Monsieur Castaner s'est défaussé sur 2 malheureux gardiens de la paix qui ont eu le malheur de faire un signalement verbal. Et ces fonctionnaires qu'on accuse aujourd'hui de ne pas être allés au bout de leur signalement, alors qu'il aurait été de bon sens de la part des autorités de diligenter une enquête administrative qui aurait certainement abouti à une enquête judiciaire puisqu'il s'agissait de dénoncer des propos d'apologie de crimes terroristes après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Et en fait, oui, c'est ça datait de 2015 puisqu'il il a dit que s'il se félicitait et la réponse attentats, qui figure sur le rapport de la directrice, avec qui je n'ai pas eu l'occasion de collaborer, mais il dit ça s'est produit en 2015, mais ça ne s'est pas reproduit depuis, comme si c'était une excuse, c'est-à-dire que ça s'est produit une seule fois. Oui. Donc écoutez, il a tué une seule fois. Il a tué une seule fois et depuis il n'a pas retué. Voilà. C'est extraordinaire. Mais alors justement, vous parlez dans votre livre, il y a énormément de choses très intéressantes, mais vous parlez de la rivalité et vous dites que beaucoup de choses viennent de la réalité en DRPP et DGSI. Oui, bien entendu. Alors ça a été justement le sens de la nomination de la nouvelle directrice, c'est-à-dire qui avait pris ses fonctions en 2017, Françoise Bilancini, qui a succédé à René Bailly, parce que René Bailly, effectivement, était en compétition permanente avec Monsieur Squarcini, qui était lui à l'époque. DRPP étant la direction des renseignements de la police. Voilà, tout à fait, de la préfecture de police. Oui. Il était le concurrent direct, le rival presque haineux de Bernard Squarcini, qui lui était à l'époque patron de la direction générale de la sécurité intérieure, puisque les deux, je dirais, co-dirigeaient la DST, l'ancienne direction de la surveillance du territoire. Ouais. Et donc, cette rivalité a laissé des traces. Et quand chacun a pris sa direction, effectivement, respective, la rivalité n'a eu de cesse d'être, finalement, de créer, de léser l'action sur le terrain et les collaborations. Mais alors, justement, Noam Manoir, ce que vous dites, c'est très grave. Là, je pense à nous, aux citoyens, etc. Oui, alors vous dites que certaines rivalités ont empêché bien sûr, ça s'est illustré au moment de l'enquête qui a entouré les attentats de Charlie Hebdo, puisque quand on a posé la question à Monsieur Bailly de savoir ce pourquoi des membres de la cellule des Buttes-Chaumont, qu'on connaissait depuis le début des années 2000, avaient réussi à passer à l'acte, le prétexte a été de dire que Monsieur Kouachi avait déménagé à Reims et que donc naturellement il n'était plus du ressort de la DRPP de le suivre puisqu'il avait il était sorti de la zone de compétence de la DRPP, qu'il avait été rigoureusement signalé à la DGSI et que la DGSI n'avait pas suivi son retour dans l'agglomération parisienne. Donc ça s'est perdu dans les limbes, quoi. Oui, puis on a eu le même cas de figure à Saint-Étienne-du-Rouvray, puisqu'un fonctionnaire de la DRPP avait infiltré la chaîne Telegram de Rachid Kassim. On savait avant que Monsieur Adel Kermiche et Monsieur Petitjean allaient commettre cet attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était localisé, c'était pris en photo. L'égorgement du prêtre, c'est ça. Il s'était pris en photo. La photo est disponible chez vos confrères de Mediapart. Ouais. Il s'est rendu une première fois à l'église. Il a trouvé les portes de l'église fermées et il a prévenu les internautes en disant restez en ligne dès demain, je vais y retourner et vous allez voir, ça va être un spectacle. Et il n'y a pas eu effectivement d'acte préventif. Bon, ça a été pareil sur l'attentat du Thalys également. Les Espagnols nous ont prévenus, nous ont dit on a un individu radicalisé qui s'est dirigé vers Aubervilliers, il est chez vous maintenant, donc on vous passe le relais. Il n'y a pas eu de prise de relais. C'est un laxisme dangereux. Total. Voilà. Eh bien, on continue à en parler avec Noam Manoir tout de suite. La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte, c'est le titre de l'ouvrage de l'invité d'André Berkoff, Noam Manoir, donc, qui est policier. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. À la une des vraies voix sur Sud Radio, le scandale d'État, la tuerie à la préfecture de police de Paris. Le terroriste islamiste radicalisé s'était réjoui des attentats de 2015 auprès de certains collègues. Personne n'a rien dit à leur question. Radicalisation islamiste dans les services publics. L'État est-il désemparé? 0826 300 300. Débat sur l'immigration également à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Question, Macron fait-il du Le Pen? Là aussi, vous êtes les bienvenus. Et puis les vraies voix politiques à 19h après l'attentat à la préfecture. Castaner doit-il démissionner? On vous attend. 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les ormes de Cambras. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil? Les ormes, les ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés? Les ormes, les ormes. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût? Les ormes, les ormes. Et où tout le monde se retrouve? Eh oh! Sous les ormes de Cambras. Les ormes de Cambras, vin du pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. Mais enfin, Philippe, c'est quoi encore tous ces légumes? Ah, ça, c'est avec la carte Leclerc. Comment ça? Du 1er au 7 de chaque mois, on a 10% de tickets Leclerc sur tout un rayon. Et ce mois-ci, c'est fruits et légumes. Tous les fruits et légumes? Du rayon frais. La carte Leclerc défend tous les jours votre pouvoir d'achat. Du 1er au 7 octobre, vous bénéficiez de 10% en tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes frais. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. 10%? Eh oui, mangez des fruits et légumes. Sud Radio. En Gironde. À l'Esparmédoc. Sur 103.2. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je suis le génie de la lampe. Quels sont tes 3 vœux? Je voudrais une Volkswagen. D'accord, et ensuite? Un Tiguan, en fait. Mais... Et en 3e vœu, je voudrais qu'il soit gris. Attends, tu sais que tu peux me demander n'importe quoi, tu le sais, ça? Bah oui. Pourquoi? Non, rien. On ferait tout pour une Volkswagen. En ce moment, le Tiguan est à partir de 330 € par mois. Déduction faite de l'aide à la reprise Volkswagen de 4 500 €. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 300 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 12 et 13 octobre. T'as vu? C'est le mois anniversaire sur Cdiscount. Non, ne dis rien s'il te plaît, j'ai pas eu le temps de regarder. Je veux pas te spoiler, mais pendant la saison 21. Non, arrête. En exclusivité, le téléphone Xiaomi Mi 9 Lite plus le bracelet connecté à 269 €. J'entends rien. Seulement 269 €. Non, trop bien, faut que je mate. Pendant le mois anniversaire, Cdiscount enchaîne les offres en série. Tous les jours, un nouvel épisode. Bon anniversaire, Cdiscount. Offre valable ce jour dans la limite des stocks disponibles. Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. André Berkoff revient dans 1 minute sur Sud Radio. Pour son anniversaire, Intermarché vous propose d'écouter 50% de remise immédiate. T'entends? Quoi? Bah rien. Ah ouais. Votre bébé va bien dormir. Dès demain chez Intermarché, le paquet de 120 couches Pampers Baby Dry est à moins 50%, soit seulement 14,95 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 13 octobre, dans la limite des stocks disponibles. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Sud Radio, parlons vrai. À tout instant, réagissez, prenez la parole. Entrez dans le débat sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais? Les ormes de Cambras. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité Noam Anouar, policier, ancien membre des renseignements généraux et co-auteur de ce livre. La France doit savoir. Un flic infiltré chez les islamistes raconte. C'est coécrit avec Willy Ledevin et c'est publié chez Plomb. Noam Anouar, quand même, c'est hallucinant ce que vous racontez. On le sait, mais vous le dites et on le voit. C'est que quand même je vous avais rappelé un certain nombre d'attentats ou de tentatives où la plupart du temps, Saint-Étienne-Rouvray, le Thalys et autres, enfin on savait, il y avait eu des signalements, etc. et rien n'a été fait. Et là, encore une fois, revenons à Michael Harpon et la préfecture de police. Oui. Mais on se dit, mais alors attendez, on est quoi? On est chez les fous, on est chez les schizophrènes, on est chez des gens. Oui, ces critères d'habilitation secret défense, moi on me l'a retiré. L'habilitation secret défense, je le raconte dans mon livre. Ouais. On n'a jamais eu la vraie raison, mais a priori, quand j'observe mon dossier disciplinaire, il semblerait que c'est parce que j'aurais dans mon cercle d'amis un journaliste qui n'aurait pas spécialement le vent en poupe auprès de la place Beauvau, et donc cette amitié semblait un petit peu dangereuse. Voilà, c'est ce que j'ai cru en comprendre. Maintenant, effectivement, il faut savoir qu'on a maintenu l'habilitation de ce monsieur, donc de monsieur Harpon, en dépit des propos qu'il avait tenus en 2015.
On a également un commissaire de police à la DRPP qui fait l'objet d'une condamnation de 10 mois de prison avec sursis, pour laquelle a priori il n'aurait pas fait appel. Donc il a admis les faits. Il s'agissait d'un vol de numéraire en l'occurrence. Ouais. Un ancien sous-directeur également qui a été mis. Donc voilà. ça a été sanctionné. Oui. Donc si vous voulez, globalement il n'y a pas de logique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir affaire à des personnes qui vous disent on détient le pouvoir, on fait ce qu'on veut et toute critique, on va dire, génère les foudres justement de l'administration. Par exemple, aujourd'hui, on me menace directement sur la stabilité de mon emploi, mes revenus. Alexandre Langlois également a été sanctionné à la préfecture de police. Syndicat Vigie, oui, un an de suspension. Ouais. Ma collègue Sabine, également toulousaine, que je salue si elle nous écoute, 18 mois de suspension. Donc, vous voyez, finalement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais si j'ai bien compris, ils ont beaucoup plus peur de se faire critiquer que de protéger les Français. Pardon de dire ça, mais c'est un peu ça, quoi. En l'occurrence, oui, c'est ce qu'on pourrait penser au regard des faits, effectivement. Ouais, parce que c'est fou. Et alors, justement, vous parlez... c'est intéressant. Vous parlez alors justement un peu de l'islamisme et vous dites vous-même, vous êtes vous-même, il y a pas de problème, vous êtes musulman, vous êtes d'origine algérienne, vous êtes algérien. Oui, absolument. Mes parents sont algériens. Moi, je suis, on va dire, un musulman sociologique. En théorie, je suis fonctionnaire, donc je suis neutre. Mais vous êtes français, vous êtes laïque, et voilà. Oui, voilà. Mais c'est absolument pas un tabou, effectivement. Voilà. Moi, au contraire, j'aime la France et j'ai choisi de la défendre et de la servir. Pour cette diversité. Vous voyez, certains rêvent du modèle anglo-saxon. Moi, c'est pas mon cas. Si je devais revivre et renaître, je choisirais de naître en France. Voilà. Bah écoutez, ça fait aucun regret là-dessus. Ça fait plaisir, mais c'est très très légitime. Et justement, on a l'impression des gens, d'ailleurs de part et d'autre, qui ont honte de ça, qui ont honte d'eux-mêmes, qui ont un peu la haine de soi. Mais je voudrais revenir en fait à, vous avez constaté, vous en parlez beaucoup, vous dites souvent, et d'ailleurs vous dites des personnes qui se disent islamistes, en tout cas très religieux, etc. Ça cache souvent un business, ça cache souvent des subventions. Ah oui, bien entendu, c'est un marché. C'est un marché. D'ailleurs, vous dites que c'est un marché. Ah oui, bien entendu. D'ailleurs, le représentant, le monsieur Islam de la République en marche aujourd'hui est un ancien jupéiste recyclé, monsieur Hakim El Karoui, qui avait été désigné par Mediapart comme un agent d'ingérence des services tunisiens à l'époque de monsieur Ben Ali. Il s'en est a priori pas défendu. Vous voyez, en fait, personne, en tout cas dans les strates du pouvoir français, ne considère l'islam comme une religion française aujourd'hui. On sait très bien que la majorité des représentants du culte musulman, je dis bien la majorité mais pas tous, sont des agents d'ingérence contrôlés par des États étrangers ou des services étrangers et qui rendent des comptes, qui manipulent l'opinion publique, l'influence et donc globalement, la radicalité. Quels États par exemple pas? Écoutez, l'Arabie Saoudite pour le salafisme, vous aviez le Qatar qui a largement subventionné à un moment les partis liés aux frères musulmans. Tariq Ramadan, Tariq Ramadan était un agent du Qatar. Ça a été révélé par vos confrères chez Nomal Bruno, donc qui est grassement rémunéré, 35 000 € par mois, plus certaines enveloppes à un moment. Vous voyez, on en a un certain nombre. Je vais peut-être pas citer de noms parce qu'on va s'épargner des procédures en compromission justement du secret défense. Mais on a des gens qui sont clairement identifiés comme étant des agents. Voilà, et pas que de pays musulmans, majoritairement des pays musulmans, Algérie, Maroc, Turquie, Tunisie, etc. Mais on a également des agents étrangers, c'est-à-dire ou parfois qui peuvent aussi cumuler plusieurs casquettes. Mais les Israéliens s'intéressent d'assez près à ce qui se passe en France. Ils nous ont d'ailleurs plusieurs fois infiltrés à la DRPP. Le Mossad. Le Mossad, oui, bien sûr. Ils ont déjà obtenu, par exemple, au moment de l'affaire Ilan Halimi, les coordonnées directes de certains acteurs de ce dossier malheureux. Donc les coordonnées directes, parce qu'il y a des personnes qui avaient fait l'objet de condamnation et qui ont été par la suite dont l'identité, la domiciliation a été tenue secrète. Certains agents de la DRPP ont exfiltré ces données au profit justement des Israéliens. On a déjà eu aussi des jeux sur les écoutes téléphoniques. Mais alors pourquoi le communautarisme islamiste a pris? Vous avez le recul, vous avez 8 ans, etc. Pourquoi, à votre avis, je veux dire vous avez quand même une analyse, qu'est-ce qui a fait que, alors que le problème, je dis pas ne se posait pas, mais se posait très différemment, pourquoi il y a eu une espèce de retour d'identité offensive, belliqueux, etc. Sur le territoire français? Déjà par naïveté et par exclusion. C'est-à-dire que clairement, la masse de ce que seraient aujourd'hui les banlieues, les musulmans de France, pour caricaturer, il n'y a pas que ça, mais on a très peu de Saoudiens, si vous voulez, dans la proportion des musulmans de France ou de Qataris. C'est plutôt des gens majoritairement pauvres, de la classe moyenne inférieure ou même de la classe populaire.
Et d'Afrique du Nord, enfin. Oui, Afrique du Nord, Afrique. Mais effectivement, c'est des gens relativement pauvres, peu instruits, y compris jusqu'à la 3e génération. Donc assez facilement manipulable, parce que démocratiquement une voix égale une voix, c'est-à-dire que quand un riche cadre supérieur du 16e arrondissement va voter, ou un musulman de Montfermeil va voter, si vous voulez, au présidentiel ou aux législatives, une voix égale à une autre. Sauf que la voix peut-être du musulman est moins chère à acheter, puisque naturellement ils sont constamment victimes de tromperies, de manipulations. La question de l'islam est devenue une question centrale à chaque élection. Donc globalement, il y a ça, il y a la consommation, le marché du halal, la viande halal, c'est 5 milliards d'euros annuels. 5 milliards d'euros le marché annuel, voilà. Donc naturellement, c'est pour ça que monsieur Hakim El Karoui propose de taxer la viande halal, de créer un impôt islamique sur le territoire français pour pouvoir construire des mosquées. Alors que personnellement, moi, vous le disiez tout à l'heure, je suis musulman, j'ai absolument pas besoin qu'on me construise une mosquée. Je préfère qu'on construise une école pour mes enfants, ou éventuellement un centre médical dans ma ville. Une police municipale, vous voyez, mais j'ai pas envie qu'on construise une mosquée, donc je sais pas qui a demandé ça, pourquoi. Donc ça fait partie des questions en fait qui font débat. Le pèlerinage aujourd'hui en France, c'est 5 000 € pour un pèlerinage. 5 000 €. Voilà, un aller-retour en Arabie Saoudite dans un hôtel miteux aux abords de la capitale. Donc tous ces marchés, si vous voulez, le livre communautaire, l'islamophobie, etc. Tout ça, c'est devenu des marchés, des business, et globalement. C'est un fonds de commerce. C'est des fonds de commerce. Il n'est pas rare, vous voyez, de voir des imams, des responsables religieux quémander auprès des services publics quand ils sont en relation avec nos services. Des naturalisations, des titres de séjour pour les uns, pour les autres, qui sont d'ailleurs parfois facturés. Et que justement, vous racontez dans votre livre, c'est intéressant, et que plusieurs hommes politiques, par électoralisme, leur donnent. Ah oui, bien sûr. Il y a le côté, comme vous disiez, 3 mosquées, une voix. Enfin non, pardon, une mosquée, 3 mandats. Ça c'est dans le livre de Davé et l'homme, effectivement. Dans Davé et l'homme, une mosquée, 3 mandats, oui. Oui, naturellement. Donc vous voyez bien qu'il y a eu quelques scandales qui ont entouré tout cela. Je l'explique dans mon livre. Alors on a effectivement à un moment mis sur écoute des cibles islamistes. On les appelle les cibles, et on a pu intercepter des communications avec des parlementaires, dont certains ont accédé par la suite à des responsabilités ministérielles importantes, qui manipulaient par exemple des islamistes pour aller perturber les conseils municipaux chez leurs opposants. Carrément jusque-là. Oui, en leur disant vous passez comme ça, on a des opposants dans le conseil municipal, comme il faut voter le huis clos à l'unanimité, nos partisans s'abstiendront de voter le huis clos et vous pourrez perturber tranquillement le conseil municipal. Voilà, c'était ce type de consigne. On a également un maire qui a octroyé un gymnase municipal pour le jour de l'an en disant amenez votre racaille globalement le jour de l'an dans le gymnase, vous pouvez leur servir vos boniments et ça nous abstiendra de pouvoir éteindre les incendies, des véhicules incendiés, etc. Il se trouve que cette fois, ça a été porté sur la place publique parce que l'un d'entre eux faisait l'objet d'une assignation à résidence. Donc on l'a su. Après les attentats du 13 novembre, on avait les 2 autres étaient fichés S. Incroyable. Oui, ça fait partie du jeu, si vous voulez, on le sait. Les États étrangers sont là, les partis politiques, les opportunistes. Oui. En fait, c'est open bar, quoi. Chacun. Écoutez, vous voyez, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand on a en période d'élection, si vous voulez, quand des élus organisent des meetings politiques, parfois, ils louent une salle, il faut appeler un traiteur, il faut louer de la sono, de la sécurité, etc. Puis les gens fréquentent pas beaucoup les meetings politiques. Souvent prêcher à des convaincus. Quand vous allez à la mosquée, vous avez déjà la sono. Vous avez la mosquée qui est pleine, 1000, 2000 personnes qui sont là, qui sont administrées dans la ville, pour la plupart citoyens français, qui votent. Il suffit de s'arranger avec le recteur de la mosquée locale, et puis vous avez un meeting gratuit, en fait, globalement. Non, Noir, je vous posais non pas la question qui fâche, au contraire. Vous seriez ministre de l'Intérieur. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Ce qui n'arrivera jamais. On ne sait jamais. Quelle serait, honnêtement, aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, et y compris la préfecture ou ailleurs, quelles seraient les premières mesures à prendre ? Écoutez, déjà, on va dire globalement, une pénalisation immédiate du trafic de stupéfiants, le nettoyage des rues, des départements, parce que ça gangrène, c'est vraiment un fléau de notre société. Une lutte efficace contre l'immigration irrégulière. On peut plus supporter ce qui se passe aujourd'hui aux abords de la capitale. C'est-à-dire des gens qui dorment sur les trottoirs, qui vivent de misère, qui entreposent des décharges à ciel ouvert, etc. C'est déjà redonner sa beauté à la France, déjà dans un premier temps. Ensuite, naturellement, une lutte efficace contre le radicalisme religieux, c'est-à-dire une expulsion immédiate de tous les acteurs de l'islam radical qui ne sont pas en conformité au plan administratif sur notre territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un résident sur le territoire, on est tout à fait libre de l'expulser au moment
plus opportun. On en a parfois même qui se permettent des agressions alors qu'ils sont pas en situation régulière sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a des islamistes sans papier aujourd'hui sur le territoire français. Merci, vous restez avec nous. Et restez surtout avec nous, Noam Anouar. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte. C'est écrit avec Willy Ledevin et c'est publié chez Plomb. Restez avec nous, les amis. Vous écoutez Vercom dans tous ses états. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 0826 300 300 toutes les questions que vous avez envie de poser à notre invité Noam Anouar ou alors même à André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Berkoff dans tous ses états. Et oui, et nous parlons avec Noam Anouar et son livre passionnant. Auditeur, je vous attends, auditeur de Sud Radio, pour parler de ce qui s'est passé. Allez, 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Claude, qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour à vous, Claude. Bonjour, Claude. Bonjour, André Berkoff, bonjour à tous. Moi, je rappelle évidemment sur ce dont on parle le plus aujourd'hui. Je voudrais dire en préalable que l'émission de Castaner, c'est pas le sujet. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'au niveau le plus haut de l'État, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État, on affirme deux choses. On affirme d'une part que la France, elle fait la différence entre ses citoyens ou ses résidents en situation régulière de confession musulmane, qui sont dans un État laïque, qui sont dans un État où les libertés de culte existent, où chacun peut vivre la religion de son choix, mais dans le respect de la culture et des valeurs françaises, dont il ne faut pas avoir peur de rappeler qu'elles sont quand même de filiation chrétienne. Mais ça, c'est pour expliquer comment elles sont. Et puis de l'autre côté, il faut dire que puisque le terrorisme islamique nous a déclenché la guerre, nous sommes en état de guerre contre lui et que la situation de guerre, c'est une situation qui accepte des règles d'exception. Par exemple, un affichage religieux qui est manifestement d'ordre salafiste ou autre, oui. Oui, salafiste, je pense, mais burkini, mais même le voile. Regardez l'histoire de la crèche Babilou, c'est un vrai scandale, parce que une mère est arrivée pour imposer le voile et travailler là-dedans, et finalement la crèche a fermé. Ben non, il faut dire là, c'est règle d'exception. Dans l'espace public ou dans les services publics ou privés, c'est pas possible. Les conducteurs de bus à la RATP, où ils reviennent sur leur position, où ils démissionnent, où on les vire, je crois qu'il faut dire ça. Et alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça aurait été plus facile de le faire s'il y a 10 ans, quand on a tenté à l'époque d'ouvrir le débat sur l'identité, il n'y avait pas toute cette bande de gens qui ont poussé des cris d'orfraie et qui, croyant défendre ou disant qu'ils voulaient défendre nos concitoyens musulmans, ont en fait été les idiots utiles du terrorisme islamique et ils portent une lourde responsabilité aujourd'hui. Voilà. Bon, Claude, oui, non mais écoutez, on a écouté votre analyse. Noam Anouar, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est en état de guerre? Franchement. Écoutez, sur le territoire français, on peut estimer qu'effectivement il y a des risques avérés, mais nous ne sommes pas en état de guerre. Globalement, au plan de la sécurité extérieure, oui, nos troupes sont présentes sur la zone irako-syrienne. Non, mais on parle en France. Non, écoutez, on va pas être catastrophiste. Il y a des risques, mais ce qui nous caractérise, nous autres Français, c'est notre goût pour le bonheur, la joie, la vie, les terrasses parisiennes. Et il faut le garder. Au contraire, justement, vivez, citoyens français, menez votre vie, et nous nous occupons de votre sécurité. Oui, encore faut-il s'en occuper. Écoutez, c'est un message adressé au ministre de l'Intérieur également. Très bien. Qui sera bien entendu. C'est une bonne précision. Oui. Merci à vous. On remercie Claude, en tout cas, de nous avoir appelé depuis l'Ariège. Et tout de suite, au 0826 300 300, on accueille Cédric qui prend la parole sur Sud Radio. Bonjour Cédric. Bonjour. Oui, bonjour, Cédric. En fait, moi, je vais revenir sur deux petites choses. La première, c'est qu'effectivement, le silence de la police contre la police a existé au vu de ce que j'ai vécu moi lors de l'affaire des Gilets jaunes. J'ai été interpellé alors que j'avais rien fait de spécifique. J'ai demandé à un des policiers avec qui j'étais en train de discuter, mais faites quelque chose. Il dit non, on pourra rien faire et on peut pas parler contre des collègues, on pourra même pas vous aider quoi que ce soit. Du coup, condamnation, 2 mois de prison avec sursis et puis voilà quoi. Mais au-delà de tout ça, ça me fait réagir également car je travaille dans une société qui fait du transport de produits chimiques et l'ouverture de ces sites Céveso dont j'ai été visiter 6 la semaine dernière, pardon, on vous entend plus. Avant de rentrer dans la société. Allô? On vous entend plus là, Cédric. Vous avez dit c'est l'ouverture des unes Céveso et ça a coupé au moment où vous disiez c'est. Allô? Vous m'entendez mieux là? Oui, allez-y. En fait, c'est montrer patte blanche obligatoire. Et lorsque j'ai été embauché, il a fallu que je prouve
que j'avais 0 antécédent sur quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, s'il y a le moindre style, le moindre sens qui pourrait être à l'encontre de la société, ils ne vont pas prendre des mesures mesurettes. Non, mais voilà. Me virer directement. Voilà. Eh bien, écoutez, Cédric, c'est très intéressant. Je voudrais redire. Regardez, Noam Anouar, c'est intéressant. Pour les usines Céveso, quand la personne qui doit aller visiter ou inspecter, il doit être absolument casier judiciaire vierge. Ils inspectent et tout. Apparemment, à la police, c'est pas tout à fait le cas. Les habilitations, en fait, sont diligentées, les enquêtes sont diligentées par les services de police à la demande des préfectures, que ce soit pour les services de police, pour les plateformes aéroportuaires, tous les sites sensibles, le commissariat à l'énergie atomique, les centrales nucléaires, etc., les sites protégés. Ouais. Et donc, elles sont menées rigoureusement. Après, comme je l'ai dénoncé sur un certain nombre d'antennes, c'est peut-être la périodicité des enquêtes qui est à remettre en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne un chèque en blanc pour 5 ans, mais en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et naturellement, il faut revoir ça. Il faut les revoir. Il y a un vrai chantier, un chantier pharaonique en fait qui se profile. Et il faut pas se défausser de ses responsabilités. C'est-à-dire qu'hier, sur l'antenne de vos confrères de BFM TV, j'écoutais Laurent Nunez, quand on lui dit oui, mais regardez, en juillet 2015 quand même, Monsieur Harpon a tenu des propos. Il dit oui, mais moi j'étais directeur de cabinet jusqu'en mars. Donc en juillet, c'était plus moi. Mais là, vous êtes ministre, monsieur. On vous pose la question à vous. Oui, c'est quand même l'ancien directeur général de la sécurité intérieure. Donc moi, je me suis félicité au départ de sa nomination. Ça suscitait beaucoup d'espoir. On s'est dit tiens, enfin un type compétent. Là, le discours d'hier, franchement, je vais pas dire qu'il m'a meurtri. J'adopte pas une posture victimaire. Mais c'est pas moi, c'est les autres. En tout cas, on remercie Cédric d'avoir pris la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. C'est le même numéro qu'a composé Audrey. Bonjour à vous, Audrey. Oui, bonjour. Bonjour, Audrey. Oui. Alors, moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est vraiment la question parce que ça a été un débat hier avec mon fils qui a 22 ans. Allez-y. Voilà, je lui ai demandé quand c'est qu'on va arrêter de donner de l'importance à l'islam. C'est ma question. Quand est-ce que on va arrêter? Mais l'islam, c'est une religion je suis loin d'être contre. Oui. Mais on nous l'impose. Mais vous voulez dire, attendez, comment on vous l'impose? Je comprends pas votre question. Je comprends que vous disiez par rapport. Un petit village. Oui. Voilà, un petit village. Voilà, je vais pas dire où j'habite, loin de là. Non, mais allez-y, oui. Voilà, on a une piscine, municipale, une toute petite piscine, sympa. Les gamins barbotent, les gamins apprennent à nager. Oui. Et depuis cet été, ils ont décidé qu'en fait, les femmes voilées, le mardi et le jeudi, la piscine leur était réservée. Ah oui, je comprends. Par rapport à un burkini voilé, Voilà, le médecin, le mardi et le jeudi, c'est les femmes voilées qui sont prioritaires. Moi, ça fait 3 jours que je suis malade, jeudi, j'ai pas pu y aller. Enfin, jeudi, c'était les dames, et après, j'ai travaillé, donc je comprends ce que vous voulez dire, oui. Donc, hier, j'ai posé la question à mon fils, ça a été un petit peu un sujet tabou. Et là, il m'a dit, maman, t'es pas tolérante. Si, moi, je pense que je suis très tolérante, mais il y a des limites. Alors justement, Noir, ça, on revient vraiment à ça, c'est une question très importante, effectivement, entre la règle républicaine qui veut que tout le monde, dans une piscine, on sait bien, pas de Bermuda pour les hommes, pas de tenue pour les femmes, etc. Oui, tout à fait. Et cette mairie, donc, a permis un jour pour les femmes qui veulent rester voilées. Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose, moi, que je dénonce totalement parce que les opérations burkini, les coups de poing dans les piscines municipales qui ont eu lieu cet été, on s'est aperçu qu'il y avait 1 ou 2 collectifs qui avaient organisé ces opérations coups de poing qui étaient financés par la Fondation Soros, donc une fondation étrangère, qui finalement subventionne des associations communautaires pour venir perturber le calme républicain. C'est à ce moment-là, justement, qu'il faut montrer les muscles. C'est pas face aux gilets jaunes qui revendiquent des avancées sociales. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu justement sortir les muscles, s'adresser peut-être directement au financement, aux associations. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a une forme de lâcheté justement politique, institutionnelle, qui parfois cède du terrain à des organisations qui ne sont absolument pas représentatives. Électoraliste quelquefois, etc. Oui, voilà. Moi, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis musulman. Je ne vais pas dire que je suis gentil, je suis pas comme les autres ou quoi que ce soit. Il y a une forme d'islam agressif qui est heureusement minoritaire, mais qui est visible, malheureusement, beaucoup trop. On a fait voter un texte sur l'interdiction du voile intégral. Je vous invite à venir en Seine-Saint-Denis, vous verrez que c'est quelque chose qui prospère. La loi n'est pas appliquée. Et donc, par contre, on va, comme le disait hier le Premier ministre, aller fouiller dans la vie privée du petit gardien de la paix d'origine maghrébine, qui finalement a passé un concours. Vous voyez, moi, quand j'ai passé le concours de gardien de la paix, dans ma famille, jamais personne. Moi, je suis issu d'une famille ouvrière. Mes parents en ont pleuré. Vous voyez, c'était une réussite sociale. Aujourd'hui, on va aller emmerder ces gens-là comme on m'a emmerdé en me désignant comme musulman, alors que moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Vous
voyez, et on va vous désigner, vous montrer du doigt. Et le ministre hier, au lieu de justement d'assumer ses responsabilités en disant oui, on a laissé passer, il y a eu des trous dans la raquette, on a laissé passer des personnes qu'on n'aurait jamais dû laisser passer. Absolument. On va aller dire, on va continuer à serrer la vis sur ces gens. Vous voyez, toujours se défausser. C'est ignoble. C'est ignoble. Voilà. Je suis d'accord. En tout cas, vous avez eu votre réponse, Audrey. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Erio nous appelle également au 0826 300 300 pour prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Erio. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais dire avant tout que les Français aiment leur police. Une certaine police, c'est-à-dire qu'on constate malheureusement qu'il y a une division de la police. Vous avez les policiers qui sont des gardiens de la paix, et ensuite vous avez des policiers, comme les auditeurs disaient, qui sont là pour frapper du gilet jaune, par exemple. Donc, et c'est vrai qu'au lieu d'aller frapper du gilet jaune, il ferait bien d'aller dans les banlieues, refaire retirer les voiles à ceux qui portent le voile illégalement. Voilà. En fait, voilà, il y a du travail à faire. Ensuite, au niveau de l'habilitation, c'est vrai que 5 ans, c'est peut-être trop long. Pourquoi pas faire un contrôle tous les 2 ans? Oui, c'est ce que disait Noam Manoir. Juste, Erio, justement, Noam Manoir, je voulais lui demander, je voulais vous poser cette question, Noam. Est-ce que, au fond, aujourd'hui, il y a policiers et policiers, comme dit... Bien entendu. Écoutez, là, aujourd'hui, c'est vraiment un problème de l'institution policière. Ce dont on débat depuis quelques jours, c'est même la préfecture de police qui est un État dans l'État. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait le même ressentiment de la population à l'encontre de la gendarmerie, par exemple. Pourtant, moi, je suis policier. Vous voyez, je défends la maison d'en face, si je puis dire. Mais au niveau, par exemple, de la crise des Gilets jaunes, on a eu des débordements, mais de façon extrêmement minoritaire chez les gendarmes. J'ai pas l'impression qu'il y ait cette même haine de la police municipale. La police municipale, c'est une police de proximité qui est organisée par les maires. Quand on a un problème avec la police municipale, on peut aller voir son maire et discuter. Vous voyez, l'organisation de la commune, c'est quelque chose de très populaire chez nos concitoyens. C'est la vraie proximité. Ouais. Et là, aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'à la place Beauvau, depuis quelques décennies maintenant, quelques années, la police comme l'islam d'ailleurs sont devenus des enjeux de société qui alimentent en permanence le débat public. Regardez, il y a eu des événements à Villiers-le-Bel, là on craint des débordements depuis hier soir. À chaque fois qu'on prononce les mots islam ou police, on a une frénésie ou une euphorie générale justement au sein de la population, de la classe médiatique. Et donc il va falloir rétablir un peu d'ordre, un peu de calme, pas forcément de façon autoritaire, mais il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais il n'y a pas le résultat. Je vous le disais, les portes de Paris, l'immigration irrégulière, le stupéfiant, le radicalisme, c'est partout en France, ça ne fonctionne pas. On n'arrête pas de parler de ça, on déploie des moyens colossaux justement au niveau des budgets. Mais on continuera à le faire. On écume l'océan avec une petite cuillère en fait. Voilà, merci Noam Manoir, merci. Merci à vous Noam Manoir. Je rappelle que vous êtes policier, que vous êtes un ancien RG, les renseignements généraux, et que vous présentez ce livre. La France doit savoir. Un flic infiltré chez les islamistes raconte. Vous l'avez coécrit avec Willy Ledevin et c'est publié chez Plomb. Merci à vous André Berkoff. On retrouve demain à midi dans tous vos états. Merci Noam Manoir. À suivre Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit son invité, le comédien, l'acteur, metteur en scène, scénariste Alexis Michalik, multiple moliérisé. Belle journée à vous sur Sud Radio.